Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Aurélie. Bon, c'est un vrai plaisir de te retrouver à nouveau sur Allo fait dodo. Oui, pour moi aussi, et ça fait longtemps. Eh bien, tout à fait, puisqu'on avait démarré l'année dernière, en 2021. Les premiers épisodes de podcast sur Allo fait dodo étaient effectivement dédiés au sommeil des tout-petits. Et on avait abordé plusieurs sujets avec toi. Et là, on te retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur le sommeil des bébés et des enfants que nous allons développer tout au long de l'année. Caroline, pour les parents qui nous rejoignent au début ou là sur ce début d'année 2022, est-ce que tu peux te présenter et puis nous rappeler un petit peu comment tu en es arrivée là et ce que c'est Fait Dodo aujourd'hui pour le sommeil des petits? Oui, bien sûr, je vais faire rapide quand même pour pas faire de redondance, mais du coup, je suis Caroline Ferriol, donc je suis consultante spécialiste du sommeil des bébés et des enfants. J'ai fondé Fait Dodo il y a 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, Fait Dodo, ça n'est plus que moi, mais c'est plusieurs consultantes qui ont été formées. Nous accompagnons du coup les familles à travers le monde et entièrement à distance sur la résolution des troubles du sommeil des bébés et des enfants. On va travailler vraiment main dans la main avec les familles sur plusieurs semaines pour les accompagner vers la résolution complète d'une situation problématique liée au sommeil. Aujourd'hui, Fait Dodo va proposer aussi des modules de conférences qui permet un petit peu plus même de souplesse, pas forcément passer par un accompagnement complet ou pas d'entrée de jeu et pouvoir regarder d'abord à très moindre coût une conférence qui permet vraiment de s'informer sur le sommeil. À travers les podcasts aussi, on donne beaucoup d'informations. Et puis, on va aussi proposer des consultations ponctuelles et puis des box ateliers pour les femmes enceintes avec des consultantes. Fait Dodo, c'est également plusieurs autres marques sur la nutrition infantile, le sommeil des adultes et la parentalité positive. Et je laisserai les parents aller voir tout ça sur le site du village Fait Dodo, puisque ce que j'ai voulu créer, c'est un village qui permette d'apporter vraiment du soutien, une expertise et de véritables accompagnement pour les parents dès lors qu'il y a une problématique en place. Je rajouterai que je suis maman d'une petite fille qui a 4 ans et c'est très important dans mon quotidien et que l'ensemble des professionnels qui travaillent chez Fait Dodo, que ce soit les consultants de Fait Dodo que je forme, que je supervise ou tous les autres experts, on est vraiment tous animés par une passion de tous les jours d'accompagnement des familles et de recherche de solutions et d'arriver vraiment à la solution. Super, merci Caroline, effectivement pour nous rappeler tout ça. Et puis, Allo fait dodo, c'est un petit peu justement le reflet de ce que tu as voulu mettre en œuvre et de ce que tu mets en œuvre en ce moment et depuis plusieurs années avec le village fait dodo. Et c'est une porte d'entrée aussi pour que chacun puisse voir un petit peu quelles sont les solutions qu'on peut apporter et puis histoire de mieux vivre son quotidien. Et j'invite effectivement tous les parents qui nous écoutent à aller voir les différents épisodes qu'on a publiés sur le podcast parce que vous verrez que les thématiques sont très variées, sans parler aussi des témoignages parents qui souhaitaient faire part de leur expérience avec les professionnels Fait Dodo.
Oui, tout à fait. Alors, Caroline, je te propose que nous rentrions dans le vif du sujet avec une question qui revient souvent justement de la part des familles, qui est au sujet de la tétine. Souvent, on a l'impression que la tétine est absolument indispensable pour le sommeil. Et du coup, quand on démarre un suivi pour son enfant, pour pouvoir l'aider avec son sommeil, on se dit, mais mon Dieu, quelle catastrophe, je vais devoir forcément arrêter la tétine. Qu'est-ce que toi tu en penses et qu'est-ce que tu réponds aux parents par rapport à cette question? Alors, la question de la tétine est comme beaucoup de questions en ce qui concerne le sommeil, hein, finalement, c'est pas noir ou blanc, c'est souvent gris. Et ça va être toujours du cas par cas, vraiment en fonction de chaque famille, de l'expertise de la consultante, de ce qu'on va pouvoir déceler. Si les parents, eux, veulent déjà réfléchir à leur propre situation vis-à-vis de la tétine et avoir une meilleure compréhension des enjeux, une des premières choses que je donne, alors la tétine, on dit, ça dépend des pays, hein, mais c'est totote, tutute, sucette, etc. On parle tous de la même chose, hein, objet en plastique qui vient faire de la succion dans la bouche de l'enfant. La tétine, c'est vraiment une invention récente. Ça a été inventé en 1950 par un psychiatre américain. Et c'était vraiment destiné du coup à remplacer la succion du sein de la maman ou du pouce. Et aujourd'hui, c'est vraiment assez démocratisé, hein. On voit beaucoup d'enfants avec la tétine et des enfants de tous âges. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la question de la tétine, de manière générale, ou quand les parents se posent la question est-ce que je dois ou non retirer la tétine, au niveau des chercheurs et du corps médical, il y a beaucoup de divergences sur ce sujet. Il va y avoir certaines personnes qui vont, enfin voilà, certaines études aussi qui vont aller dans le sens de bienfaits concernant la tétine, que ce soit pour le besoin de succion, que ce soit pour la réassurance de l'enfant, voire même vis-à-vis du pouce. Parfois, certaines études vont prouver que ça va être mieux qu'il y ait une succion de la tétine pour pas déformer le palais et les dents. Et puis, il va y avoir d'autres sons de cloche qui vont vraiment diaboliser la tétine. Et puis, il va y avoir aussi des entre-deux. Nous, on va plutôt se situer dans cet entre-deux. Et toujours avec un point de vue très spécifique, ce que l'on va pouvoir proposer à une famille ne va pas forcément être le même que pour une autre. Et surtout, nous, on va se positionner vraiment sur la question du sommeil, parce que la tétine, ça englobe pas mal d'autres choses, hein, finalement, que le sommeil. Donc, du côté du sommeil et de la tétine, nous, on va pouvoir informer les parents, leur dire que, en premier lieu, la tétine, on va plutôt la déconseiller, au moins sur les 6 premières semaines de vie, dès lors qu'on a un bébé qui est allaité au sein. Pourquoi? Parce que ça va pas du tout être la même succion chez le bébé. La succion du sein et la succion d'une tétine ou d'un biberon, hein, d'ailleurs, ne va pas être voilà, le même type de succion. Et parfois, ça peut entraîner chez le bébé une incohérence de succion, de plus très bien pouvoir téter le sein s'il a trop pris l'habitude de la succion de la tétine, etc. Alors, de la même manière, il faut vraiment poser un équilibre dans cette pensée-là, pas d'extrême, idéalement, parce qu'on va parfois entendre surtout aucune tétine, aucun biberon pour un bébé allaité, sinon ça met en jeu l'allaitement immédiatement. Pas forcément, ça dépend de chaque enfant. Donc, nous, on va plutôt informer au moins de ce côté-là, concernant la tétine. La tétine, par Et contre, là, du pour coup, les il y a une répercussion là par rapport à ce que tu viens de dire au niveau du sommeil, ou là vraiment tu nous informes juste par rapport Non, à ouais, là l'allaitement. là c'est vraiment de l'information. Et sur les D'accord. 6 premières semaines de vie, c'est pour ça qu'on va nous en premier lieu demander est-ce qu'on est sur une maman qui allaite au sein ou si on est sur une maman qui allaite au biberon. Et là déjà nous ça va nous permettre de repérer quel va être notre conseil et notre réponse vis-à-vis de la tétine. Si on est sur une maman qui allaite au sein, de base, même si elle nous pose des questions vis-à-vis du sommeil, on va plutôt lui indiquer de ne pas introduire de tétine si c'est possible pour elle et d'aller plutôt répondre à la succion de l'enfant via le sein et aux besoins de succion et via l'alimentation ou éventuellement donner le petit doigt. C'est Mhm. aussi parce que les 6 premières semaines de vie, il est vraiment important
pour le petit bébé de mettre en place toute la lactation chez la maman et de venir stimuler le sein dès qu'il y en a besoin. Donc, dès qu'il y a un besoin de succion, on vient stimuler le sein et relativement de manière importante en fait. Et ça peut entraîner le fait de mettre une tétine dans la bouche de l'enfant, et au lieu de le mettre au sein, ça peut entraîner le fait qu'une lactation ne se mette pas bien en place. Donc ça, c'est vraiment à vérifier avec une consultante en lactation, en parler avec elle, à voir un petit peu les avantages qu'il peut y avoir. Nous, à notre niveau, c'est pour ça qu'on va faire la distinction. Dès lors que c'est plutôt une maman avec un bébé donc allaité au biberon, et que le bébé a moins de 2-3 mois, et que ce bébé en plus est posé à dormir sur le dos, là, dans ces cas-là, nous, on va plutôt pouvoir discuter avec la famille de l'intérêt ou non. Et si la famille nous dit que vraiment ça permet un apaisement de l'enfant et même dans son sommeil, sur cette tranche d'âge-là, souvent, ça ne va pas avoir d'impact spécifique sur le sommeil. Et par contre, si l'impact que ça peut avoir, c'est l'apaisement et la facilité pour l'endormissement. Donc, oui, tu veux dire pas d'impact négatif. Négatif, c'est ça, tout à fait. Parce qu'à cet âge-là, il faut penser quand même qu'un petit qui est mis sur le dos et qui ne tète pas au sein de sa maman, donc très très régulièrement, il peut avoir des besoins de succion quand même importants qui ne sont pas suffisamment assouvis par le fait de téter le biberon. Et ça provoque une rythmique aussi pour lui et vraiment un apaisement important. Et il n'a pas la possibilité de le faire tout seul. Alors, il peut auto-téter sa langue, mais un peu plus difficilement, sachant qu'il ne faut vraiment pas oublier, la tétine, c'est très récent. Les bébés, avant la tétine, faisaient autrement. Donc, malgré tout, un bébé peut auto-téter sa langue, mais il a peu accès à ses mains dès lors qu'il est positionné sur le dos. Donc, ça pose problème quand même pour lui. À partir que ça va être difficile pour lui de venir ramener les mains devant, c'est ça que tu veux dire? C'est pour ça que c'est moins facile de venir trouver un pouce ou un doigt? Oui, tout à fait. Ça va être plus compliqué pour lui dans la maîtrise de ses mouvements, de venir l'apporter à sa bouche en position dorsale. Et en plus de ça, la main tombe, en fait. Ça demande beaucoup d'efforts et puis même à trouver... et par contre, à partir de 3 mois, justement, là, les bébés, en plus, ne sont potentiellement plus emmaillotés. Avant 3 mois, ça peut être intéressant, d'ailleurs, sur un bébé emmailloté, de pouvoir éventuellement proposer la tétine si on sent que c'est quelque chose que l'enfant apprécie. Alors, on ne force jamais la tétine. Alors, idéalement, on ne force jamais la tétine. Moi, en tout cas, je ne vous encourage pas à aller dans ce sens-là. Si votre bébé ne veut pas de la tétine, ça ne sert à rien d'essayer de lui enfourner à tout prix dans la bouche, c'est que ça ne répond pas à son besoin à ce moment-là. Donc, ça n'est pas son besoin, ni pour s'endormir, ni pour s'apaiser. C'est qu'il a besoin d'autre chose. Donc, à partir de 3 mois, là, les bébés vont sortir de l'emmaillotage déjà, et lorsqu'ils sont positionnés en position dorsale pour le sommeil, ils vont également avoir beaucoup plus facilement accès à leurs mains et dans la maîtrise, en tout cas, de leurs mains et de leurs gestes. Et là, s'ils le souhaitent, ils peuvent venir éventuellement téter leur pouce ou téter leur poing. Ils peuvent aussi toujours auto-téter leur langue, mais du coup, ça va être beaucoup plus simple à partir de 3 mois pour les petits. Et donc là, il peut y avoir un intérêt à ce que la tétine disparaisse au profit de capacités autonomes de l'enfant. Dès lors que, par contre, on va avoir un tout petit qui est mis en position ventrale, à dormir sur le ventre. Alors, c'est déconseillé par l'OMS. Certains parents le font encore et font ce choix. Là, clairement, pour les petits, la tétine va plus y avoir d'intérêt spécifique puisque l'enfant peut vraiment facilement avoir le contrôle de ses mains, venir téter son pouce, etc. Et là, dans ces cas-là, la tétine est vraiment, pour le coup, assez inutile. Et du coup, pour les parents qui préféreraient la tétine au doigt, parce qu'on entend souvent dire que c'est plus facile d'enlever la tétine que d'enlever le pouce quand l'enfant grandit. Là, même pour un enfant qui est sur le ventre, les parents peuvent décider de conserver quand même la tétine, mais jusqu'à un certain âge, du coup. Alors, de toute façon, enlever le pouce, moi, je dirigerai pas les parents vers ça, même si pour certains,
il peut y avoir un problème d'orthodontie. Le pouce, il faut savoir que si votre enfant prend son pouce, c'est qu'il y a certainement une justification derrière et qu'il en a besoin. Il est important du coup de ne pas aller dans le sens inverse. Et il faut savoir que s'il y a un besoin très fort du côté du pouce, moi j'encourage à vraiment le respecter. C'est que peut-être qu'il y a des freins de langue trop restrictifs, peut-être qu'il y a un palais creux, peut-être que du coup l'enfant a vraiment besoin de venir agir pour s'aider à s'apaiser. Et dès lors qu'on va vouloir avoir une action là-dessus, eh bien, on va aller perturber des systèmes autonomes de l'enfant. L'enfant est autonome dans son corps, en tout cas d'un point de vue sommeil, ça ne va pas venir le déranger. À la différence d'une tétine qui tombe et qui vient poser des problématiques de sommeil, puisque la tétine tombe, je n'en suis pas maître, ça vient me réveiller, ça vient réveiller mon cerveau durant mes micro-réveils, et mon parent est obligé de venir me la remettre systématiquement, et au lieu de passer micro-réveil de manière autonome et inconsciente, je maîtrise mon pouce dans mon corps, donc pendant toute la nuit, mon corps peut venir apposer le pouce dans ma bouche si j'en ai besoin, sans que mon cerveau ait besoin de se réveiller totalement, à la différence de la tétine. Donc le pouce, d'un point de vue sommeil, va toujours être largement préférable à une tétine, et surtout, le pouce moi, j'encourage les parents à vraiment respecter ce besoin de succion du pouce si l'enfant en a besoin, quel que soit l'âge. Et il y a encore des adultes qui peuvent en avoir besoin. Après, il y a éventuellement tout un travail sur les émotions à faire en journée. Et ça, dans ces cas-là, moi, j'encourage les parents à se diriger vers des lectures autour d'Aletta Solter. Si l'enfant a sans cesse enjourné le pouce dans la bouche, plutôt que de juste l'utiliser pour le soir. Si l'enfant a tout le temps le pouce dans la bouche, là, on n'est plus sur des stratégies de sommeil, on est plus sur des mécanismes de contrôle des émotions, et où là, c'est un autre accompagnement qui est à faire, mais plus d'un point de vue émotionnel et non pas d'un point de vue sommeil. Et du coup, là, je rebondis sur ce que tu disais, Caroline, par rapport aux stratégies de sommeil et puis à la tétine qui tombe. Je pense justement que c'est ça qui explique le nombre considérable de remarques des parents par rapport à la tétine, et justement qui fait qu'on en parle aujourd'hui, parce que les parents se posent vraiment la question de se dire, mais en fait, la tétine paraît indispensable pour l'enfant, parce qu'à chaque fois qu'il l'échappe, eh bien, il faut qu'on lui remette. Et donc, c'est vrai qu'on a cette image un peu stéréotypée, mais du parent qui est à côté du lit de l'enfant, et puis dès que la tétine tombe, le parent remet la tétine dans la bouche de l'enfant. Et du coup, chez les parents, ça crée vraiment un gros questionnement, et puis une inquiétude importante en se disant l'enfant ne peut pas dormir sans sa tétine. Et du coup, si je lui enlève, ça veut dire qu'il ne dormira plus de la nuit, puisque là, à chaque fois, je suis obligée de lui remettre. Alors clairement, la tétine, oui, il faut être conscient de ça. La tétine fait partie des stratégies de sommeil dépendantes, c'est-à-dire que l'enfant est dépendant de quelque chose qu'il ne maîtrise pas dans le cadre de ses stratégies de sommeil. Et si, moi j'invite les auditeurs à aller plus loin dans la compréhension des choses. Alors je pense que j'en parle un petit peu dans les débuts des podcasts, et j'en parle beaucoup dans nos modules de conférences de sommeil qui sont sur le site Fedodo, et qui permettent vraiment d'avoir une compréhension à la fois de la structure du sommeil et des stratégies de sommeil, et des stratégies de sommeil autonomes ou dépendantes. Et en effet, la tétine vient poser des problématiques de sommeil importantes chez beaucoup d'enfants, parce que c'est une stratégie de sommeil dépendante. Et je vous propose que je vous explique dans quel cas, il faudrait éventuellement réfléchir à la supprimer, et dans quel cas, dans ces cas-là, on peut éventuellement la garder. Il y a beaucoup de parents qui me demandent, est-ce qu'il est important absolument de supprimer la tétine en journée si je décide de supprimer la tétine pour le sommeil. Dans ces cas-là, moi, j'invite le parent à regarder à quoi sert la tétine dans la journée. Et à quoi sert la tétine pour le sommeil? La tétine pour le sommeil, ça vient faire des stratégies de sommeil dépendantes, et si ça perturbe le sommeil et que le parent décide de l'enlever, il n'est pas forcément nécessaire de l'enlever en journée. Malgré tout, en tant que parent, ça peut quand même être intéressant d'aller se questionner quelle est cette réponse de la tétine sur la journée également. Et il faut quand même savoir que chez les petits, passé 2-3 mois, la réponse de la tétine en journée, c'est souvent du contrôle de l'émotion. Et on va avoir des bébés que l'on va
empêcher, entre guillemets, de pleurer ou d'exprimer leurs émotions à un moment donné, en leur mettant la tétine un petit peu comme un bouchon, bouchon émotionnel dans la bouche. Et c'est des choses qui, certes, vont permettre un apaisement rapide, mais qui vont plutôt être délétères sur le long terme, à la fois d'un point de vue émotionnel pour l'enfant, mais à beaucoup d'autres niveaux. Après, c'est vraiment une question de choix parentaux. Quoi qu'il en soit, on peut supprimer la tétine pour le sommeil et la garder pour les temps d'éveil si vraiment on a ce besoin-là. Il est certain, par contre, que si je démarre par le fait de supprimer la tétine sur les temps d'éveil et que ensuite je la supprime pour le sommeil, ce sera toujours plus facile pour l'enfant parce que finalement, cette tétine n'existera plus dans le champ des possibles. Je l'ai supprimée d'abord pour les temps d'éveil et je la garde pour les temps de sommeil. Et puis ensuite, je la supprime pour les temps de sommeil et elle disparaît complètement de la vie de mon enfant. Et par conséquent, il est beaucoup plus simple pour mon enfant d'aller à la recherche et la découverte de nouvelles stratégies de sommeil et puis de nouvelles stratégies de réconfort ou d'expression des émotions. Je rappelle que nous avons enregistré un podcast avec Agnès Petit sur les pleurs des enfants. Ah oui. Justement, et je vous invite à aller l'écouter. Il a été diffusé en juillet 2021, donc je vous invite vraiment à dérouler la liste des podcasts puisque ça fait vraiment écho à ce que tu dis, Caroline, par rapport au fait de ce que ça représente pour les parents d'entendre son bébé pleurer. Et la tétine vient répondre aussi à la fois aux besoins de l'enfant, mais parfois aussi aux besoins du parent vis-à-vis des pleurs de son enfant. Donc voilà, je vous invite à l'écouter en complément de cet épisode-là. Et Oui. est-ce qu'on peut imaginer que la tétine soit à l'inverse utilisée uniquement pour la nuit, si toutefois on a l'impression que ça ne réveille pas le bébé, c'est-à-dire qu'il ne perd pas sa tétine, mais que ça l'aide à s'endormir et qu'il ne l'a pas en journée. J'imagine que certains parents qui, par exemple, se poseraient des questions sur des problèmes d'orthodontie ou qui auraient peur que la tétine puisse provoquer des soucis ultérieurs chez leur enfant, mais qui veulent la conserver pour apaiser le sommeil. Qu'est-ce que tu dirais ? Eh bien, tout à fait. Dès lors que la tétine ne pose pas un problème, et ça fait partie des premières choses que j'aurais pu dire au début de ce podcast, dès lors que la tétine ne pose pas de problème vis-à-vis du sommeil, que votre enfant s'endort paisiblement, qu'il fait des nuits complètes et ininterrompues, que vous n'avez pas besoin d'aller remettre la tétine, que votre enfant fait des belles siestes, c'est-à-dire pas des siestes de 30-45 minutes, mais des siestes d'1h30, 2 heures, que en termes de sommeil, tout va bien, il n'y a aucun problème à ce que la tétine puisse, certes, ça fait partie des stratégies de sommeil dépendantes, mais je rappelle que dès lors qu'il n'y a pas de problème, alors il n'y a pas de problème. Et donc, on peut tout à fait conserver la tétine pour le sommeil de son enfant. Ça reste quelque chose de relativement rare, clairement. Souvent, les bébés pour qui c'est le cas du maintien de la tétine pendant la nuit ou pendant les siestes, et malgré tout avec des belles siestes et des belles nuits, c'est des bébés qui ont aussi mis en place des stratégies autonomes dans le cadre de leur sommeil. Et qu'ils ont expérimenté peut-être sur une nuit que papa et maman n'avaient pas redonné la tétine et que finalement ils pouvaient se rendormir sans. Et donc ils ont développé 2 stratégies, une stratégie dépendante et puis une stratégie autonome. Et ils s'en servent de telle sorte pour répondre à leurs besoins de sommeil et donc à faire des belles nuits complètes et puis des belles siestes. Et là, c'est je dirais, dans le meilleur des mondes, ce qui arrive assez rarement. Ce que l'on va rencontrer, par contre, beaucoup pour les parents, en effet, c'est cette tétine qui, soit à l'endormissement, n'arrête pas de tomber, le parent qui la remet jusqu'à ce que l'enfant s'endorme et aille plus dans des sommeils un peu plus profonds. Et puis, ça recommence en milieu ou fin de nuit, vers 4 heures du matin, puis là, avec même des insomnies longues. Soit aussi parfois des bébés qui vont faire des nuits complètes, mais qui vont ne faire que des très courtes siestes en journée. Là aussi, la tétine vient souvent être la problématique principale. Et donc là, dans ces cas-là, la réponse, même on va étudier quand même un petit peu toute la situation, mais la réponse va souvent être dans ces cas-là précis que oui, là, votre enfant a besoin que la tétine soit retirée à partir du moment où il a plus de 2 mois et qu'on se rend compte que son sommeil est perturbé de manière importante. Donc, si je récapitule, Caroline, au final, toi, tes préconisations vont, par rapport à la tétine, ça va tourner justement au niveau des stratégies de sommeil de l'enfant,
tout comme tu conseilles, tu peux conseiller que l'enfant ne soit pas, par exemple, dans la même pièce que son parent après un certain âge pour pas qu'il y ait une stratégie pour qu'il puisse s'endormir en autonomie. Finalement, c'est un petit peu dans la même lignée que tout ça. S'il y a pas de souci, on peut laisser la tétine pour l'enfant, si vraiment tout se passe absolument bien. Par contre, à partir du moment où lui, ça vient lui perturber son sommeil parce qu'il ne peut pas s'endormir sans et qu'on est obligé de lui redonner systématiquement, là, il y a des choses à mettre en œuvre. Oui, tout à fait. Exactement. Alors tu évoquais, Caroline, les ateliers parents que tu proposes sur Fedodo et les différents modules de visioconférence. Est-ce qu'il y a, un atelier ou une visioconférence qui est dédié justement à la tétine pour que, les parents puissent savoir comment, gérer éventuellement cette transition, vers l'arrêt de la tétine, savoir comment procéder, quelle étape, parce que j'imagine que ça se réfléchit et qu'on ne va pas enlever la tétine à l'enfant du jour au lendemain sans plus de précaution. Alors, en effet, vous avez c'est le module 3, je crois, chez nous. On peut le prendre sur fedodo.fr. Le module 3, alors il n'est pas uniquement sur la tétine, mais on va vraiment bien aborder le sujet de la tétine et puis je réponds à beaucoup de questions de parents et puis sur quoi faire, comment et qu'est-ce qu'on vient aussi vérifier avant pour l'enfant. D'ailleurs, c'est important que je puisse en parler ici. Dès lors qu'il y a des problématiques dès lors qu'il y a une succion du pouce ou un fort besoin de succion de la tétine, n'hésitez pas à aller vérifier les freins restrictifs de la bouche de votre enfant auprès d'un chiro et j'en parle dans la conférence. Cette conférence-là, elle est aussi dédiée au mode de garde, aux poussées dentaires et aux régressions de sommeil. Donc, j'aborde pas mal de choses, mais dont un gros morceau sur la tétine et sur de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir proposer l'arrêt de la tétine. Ce qu'il faut savoir, dans toutes les études et tous les conseils qu'il y a autour de la tétine, nous, on va plutôt encourager de la retirer, quoi qu'il se passe, aux alentours des 2-3 mois de l'enfant, parce que souvent, même si ça pose pas problème, il y a l'émergence de problèmes assez rapidement. Finalement, c'est très, très rare les cas où la tétine ne pose jamais problème. Idéalement, ça va être bien de le faire aux alentours de 6 mois si on ne l'a pas fait avant ça. Et pour tous les professionnels, même si il y a des bénéfices à la tétine à certains points de vue, quoi qu'il en soit, tous les professionnels s'accordent sur le fait que la tétine aurait besoin d'être retirée à partir des 1 an de l'enfant. Il n'y a plus aucun bénéfice passé les 12 mois de l'enfant à la tétine. Parmi l'ensemble des professionnels qui vont disserter sur ces sujets-là et ne pas être d'accord. En tout cas, il y a vraiment un consensus à partir de 12 mois, qu'il y ait problème ou pas de sommeil ou quoi qu'il en soit, il est préférable pour les enfants de faire des arrêts de la tétine. Moi, je garde le fait qu'on donne de l'information et qu'il faut toujours avoir en tête pour le parent que c'est votre propre choix, votre propre chemin, vos propres envies. Et si vous avez envie que votre enfant ait encore la tétine à 4 ans et que ça pose pas de problème dans votre famille, dans son sommeil, etc., que tout va bien, c'est vos choix. Ne culpabilisez pas. Super, merci Caroline. Je pense que ça va vraiment résonner en de nombreux parents, cette thématique de la tétine. Donc merci beaucoup pour tous les éléments d'explication que tu viens de nous partager. Avec plaisir. Et puis, écoute, je te propose qu'on se retrouve très prochainement pour une autre thématique sur le sommeil des tout-petits et des enfants. À bientôt, Caroline. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo ? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.